Dire établissement de santé évoque tout d'abord à notre esprit, et Lamine Gharbi vient de le dire, un lieu de soins. Mais donc cette idée est fondamentalement incomplète. L'établissement de santé, c'est d'abord un lieu de prévention primaire, et nous allons tenter d'illustrer la chose avec trois personnalités. Patrick Ferrandis, responsable qualité, référent développement durable à la clinique Bellara, groupe Ramsay Santé. Vous nous direz dans un instant comment une maternité peut faire de la prévention. Marc Lédet, président de la FHP-Psy. Ici, nous nous inquiéterons de la prévention dans la santé mentale. Et puis enfin, Catherine Miffre, directrice recherche et innovation chez Corian. La prévention s'impose également dans les fragilités liées à l'âge et liées à la sédentarité. Nous commençons avec vous, Patrick Ferrandis, responsable qualité, référent développement durable à la clinique Bellara, groupe Ramsay Santé. En quoi une maternité peut-elle est un lieu de prévention primaire? Bonjour, merci pour votre invitation. Écoutez, j'ai envie de prendre le fil de la conversation avec Lamine Gharbi quand il parlait de la dernière année de la vie. Nous, là, on est sur la première année de la vie et l'arrivée dans une famille, dans un nid. Et effectivement, la préoccupation des professionnels de santé et des parents va vers un nid le plus propre possible, dans le meilleur environnement possible, avec un environnement le plus accueillant et le plus sain pour ce bébé qui arrive. Donc c'est la préoccupation de toutes les sages-femmes, de tous les professionnels du soin dans un service de maternité. Et c'est vrai que grâce au groupe Ramsay qui nous a donné les moyens d'un accompagnement grâce à cette clinique qui est assez récente et qui nous propose un environnement de haute qualité puisque c'est un bâtiment HQE, ça nous a mis sur cette voie et le désir de formaliser cet engagement et d'entraîner toutes les équipes pour obtenir un label de reconnaissance par rapport à ça qui est la haute qualité en santé environnement HQSE, THQSE, sur lesquels nous comptons aboutir en fin d'année. Donc ça se fait avec l'aide des professionnels. J'ai à mes côtés Anne-Charlotte Vérac qui est sage-femme référente de la maternité. Bonjour, et c'est dans des actions de tous les jours. Donc travailler sur l'éco-conception des soins, par exemple. Avoir des soins les plus sains possibles, donc éviter l'utilisation de certains produits nocifs, donc travailler avec les équipes sur éliminer certains produits qui ne seraient pas parfaits, essayer d'aller sur des produits qui sont plus neutres pour le bébé. Travailler sur les déchets aussi. On travaille par exemple avec la pharmacie, gros pourvoyeur de matériel, de dispositifs médicaux, sur des custom packs. Donc essayer de ne pas ouvrir 10 boîtes différentes pour ne prendre qu'un élément, mais composer des packs qui sont adaptés à chaque intervention, qui sont des interventions récurrentes, par exemple sur un custom pack pour les césariennes. Donc il y a toutes ces actions-là. Éduquer les gens, puisqu'on parle de cet environnement sain, donc ça, le premier objectif, c'est pour les parents, le bébé, mais ça bénéficie aussi au personnel des établissements, puisque on sait que dans la société actuellement, il y a une évolution forte vers l'environnement et toutes ces mesures-là. Donc, ça permet d'éduquer les gens, notamment avec ce qu'on appelle le nesting, donc proposer aux parents des cours pour apprendre à améliorer son environnement, améliorer les achats de produits, savoir lire des étiquettes, avoir des gestes plus bienveillants au niveau de l'environnement du bébé. Donc il y a toutes ces choses-là qui font partie de démarches auxquelles peuvent être associés également les personnels. Regarder sur nos achats aussi la qualité des couches écolabellisées, toutes les filières de recyclage de nos déchets.
Merci beaucoup, Patrick Ferrandis, pour tous ces exemples. Est-ce qu'on pourrait avoir le témoignage d'Anne-Charlotte Vera, qui est juste à vos côtés, si c'est possible? C'est envisageable? Merci beaucoup, madame, d'être avec nous en ligne. Si on peut vous avoir à l'image, si vous pouvez vous rapprocher un petit peu, on devine. Voilà, merci beaucoup. Simplement, quelle est votre mission, madame, dans ces actions de prévention? Avec qui travaillez-vous? Qui encouragez-vous? Qui pilotez-vous? Bonjour à tous, merci pour l'invitation aussi. Au quotidien, effectivement, on accompagne essentiellement les équipes sur le terrain pour, comme le disait Patrick, qu'elles-mêmes soient porteuses des messages de prévention, donc de prévention en termes d'environnement au sein de la maternité, avec des produits ménagers écolabellisés qui soient dans l'environnement le plus sain possible pour eux et pour leur nouveau-né. Voilà, on a aussi retiré tout ce qui est bouteilles en plastique. On a fait un énorme travail concernant l'environnement, mais aussi au quotidien pour les équipes, on fait un travail de prévention pure en santé. Comme le disait Monsieur Pelletier tout à l'heure, la prévention vraiment sur les maladies chroniques, notamment avec les HDJ, les hôpitaux de jour en fait, pour prévenir pendant la grossesse, qui correspond à une période particulière où les patientes sont vraiment dans le système de soins et en contact avec les acteurs de soins, que ce soit les obstétriciens, les sages-femmes. C'est une période de leur vie où vraiment on va pouvoir leur expliquer, leur passer des messages de prévention, notamment sur le tabac, l'hypertension, la consommation de toxiques. Nous, concrètement, au sein de la clinique Bellara, ça se manifeste par la mise en place de ces hôpitaux de jour avec des prises en charge pluridisciplinaires. Donc, ça va être des prises en charge avec les professionnels les mieux adaptés à leurs besoins, que ce soit des tabacologues, des addictologues, des psychologues, des assistantes sociales, qui vont au détour de prise en charge sur une même matinée ou une même après-midi, proposer une prise en charge complète et pluridisciplinaire, ayant pour but de faire de la prévention, justement, mois après mois, si les patientes en ont besoin régulièrement. Et ça porte des fruits, parce que on l'a eu fait, donc là, on est en train de le mettre en place à nouveau et de le développer. Et on l'a eu fait, et effectivement, ça marche, parce que c'est le moment où les couples sont à l'écoute et sont réceptifs. Donc, au-delà de la prévention environnement, il y a aussi la prévention en santé. C'est l'alliance des deux qui fait qu'on essaie de proposer la meilleure alternative pour eux et la meilleure réflexion vers la prévention, justement, dans ce moment particulier, qui est l'arrivée d'un bébé ou la grossesse aussi. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup, Madame Patrick Ferrandis. L'engagement de vos équipes, de toutes les équipes, doit être total dès lors que vous vous dirigez vers l'obtention d'un label. Ça ne peut pas être la décision d'un seul homme, d'une seule personne, d'une seule direction. C'est tout un établissement qui se dirige vers ce label en question. Effectivement, ça part d'un engagement de la direction et des équipes dirigeantes. Ça fait partie des valeurs qu'on partage. Le groupe Ramsay, en cela, nous a aidés parce qu'il s'est engagé et positionné très fort sur la RSE depuis quelques années et a donné aussi à ces établissements les moyens d'être accompagnés dans cette démarche par Primum Non Nocere. Donc, il y a la réalisation de diagnostics et un accompagnement aussi au cours du temps pour tirer tout le monde vers le haut et faire progresser, donner du sens à quelque chose qu'ont les soignants, tous les acteurs de la santé, mais l'orienter plus, le matérialiser plus, jusqu'à l'obtention d'un label qui est un signal fort qui est donné au personnel de l'établissement, mais aussi aux patients, aux futurs parents qui choisissent leur lieu d'hospitalisation. Donc voilà, c'est vraiment une démarche moteur qui permet d'entraîner toutes les équipes vers un objectif qui a du sens et qui donne du sens à tout le monde.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Patrick Ferrandis. Merci également à Madame Anne-Charlotte Vérac pour votre témoignage extrêmement précis au cœur même de vos équipes. Merci à tous les deux. Excellente journée. Et poursuivons, si vous le voulez bien, les témoignages maintenant, s'agissant par exemple des actions de prévention. Sont-elles aussi visibles également, notamment dans le domaine de la psychiatrie? Marc Lédé, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la FHP Psy. Vous représentez ici 200 établissements. Je maintiens ma question. Prévention dans ces établissements, ça signifie quoi? Est-ce visible? La prévention, aujourd'hui, elle reste encore à développer. Je crois que les débats déjà de ce matin sont très clairs. On a historiquement un système de santé qui est très orienté vers le soin, le curatif, si on doit le préciser. Avec de l'excellence, hein, faut pas. Et avec de l'excellence, tout à fait, française, dans chacune des spécialités, que ce soit en chirurgie, en médecine, en psychiatrie. Et c'est important de pouvoir aussi s'appuyer sur cette excellence pour pouvoir aller aussi vers la prévention, parce que nous sommes légitimes à y aller. Alors effectivement, aujourd'hui, la prévention reste, j'allais dire, un peu encore invisible. Tout à l'heure, en introduction, j'ai entendu qu'il faut une politique nationale forte. Voilà. Et c'est important de développer cette politique. Je crois que les journées parlementaires qui ont eu lieu récemment permettent effectivement de développer beaucoup de contributions, beaucoup de propositions et qui vont alimenter cette politique nationale pour la première fois. Et c'est important. Et il faut aussi que ça puisse se traduire par des budgets, par un financement. Il ne peut pas y avoir de politique sans financement. Lamine Garbi le rappelait tout à l'heure, c'est essentiel. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel nous sommes en termes de prévention. J'agis beaucoup, moi je n'ai pas fait le choix du curatif ou de la prévention, je me suis engagé sur les deux champs, à titre personnel et professionnel, dans le sens où effectivement, la prévention, quand on se compare avec d'autres pays européens ou d'autres pays dans le monde, je pense au Canada, je pense aux pays d'Europe du Nord, nous sommes très en retard. Donc, il faut qu'on puisse, au-delà de cette prise de conscience, se dire globalement, cette politique, comment on la construit, comment on la finance et pour quels objectifs. J'ai tendance à dire qu'en France, et après j'en viendrai particulièrement à la psychiatrie, on est souvent très ambitieux dans nos politiques. Mais concrètement, comment peut-on les amorcer? Comment peut-on les initier? Et moi, je crois beaucoup à des approches pragmatiques, simples, qui font que pour initier une politique, il faut aussi passer par ce que j'appellerais des petites victoires, des quick wins, qui sont, j'allais dire, essentielles pour pouvoir amorcer un changement et de pouvoir aussi montrer concrètement sur le terrain, sur les territoires, ce que ça peut effectivement prendre comme forme et ce que ça peut générer aussi comme résultat. Parce qu'effectivement, aussi une politique, elle va évaluer avec des indicateurs et pouvoir s'inscrire effectivement aussi dans la durée. Et je crois aussi beaucoup dans ces démarches-là de pragmatisme au test and learn. Soyons créatifs, testons, apprenons, corrigeons, mais menons en tout cas rapidement des actions qui nous permettent d'ancrer dans la culture française, dans le paysage français, le schéma de la prévention et une politique nationale qui sera effectivement, à ce titre-là, de toute façon très utile. Je crois que tous les chiffres le montrent. Au sein de vos 200 établissements, psy, de la FHP, vous faites de la prévention, vous avez les compétences, pardon, pour faire de la prévention primaire et secondaire. Est-ce que vous avez des moyens? Non, très clairement, aujourd'hui, nos établissements sont principalement et exclusivement autorisés et financés pour développer du soin, ce qu'on évoquait en préambule tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, si on veut faire de la prévention, il faut que ça puisse venir en plus. Le en plus, c'est en termes d'organisation, de ressources et de financement. Voilà. Pour autant, nous avons engagé un certain nombre de projets, d'idées, de réflexions, qui nous permettent tout simplement d'être des acteurs, d'une part, nous appuyant sur de l'expertise en santé mentale, mais également aussi d'être des acteurs qui peuvent porter des projets rapidement et concrètement. Et je prendrai quelques exemples. Voilà. Alors, je prends un exemple qui, globalement, aujourd'hui, pour vous donner déjà quelques chiffres sur l'importance de la psychiatrie. En Europe, c'est 600 milliards d'euros évalués. 600 milliards d'euros, c'est 4% du PIB. En France, c'est la première dépense de soins devant la cancérologie, et c'est à peu près 12 millions de Français qui sont concernés.
12 millions. Donc, on voit déjà au travers de ces quelques chiffres l'importance de la santé mentale et d'être effectivement dans une offre qui soit construite pour soigner, mais qui soit aussi, j'allais dire, faite pour prévenir. Et si on prend un exemple qui est un exemple très concret qui, globalement aujourd'hui, impacte l'ensemble de l'activité économique, ce sont les psychopathologies du travail. Les psychopathologies du travail aujourd'hui sont en train tout simplement d'augmenter de manière très significative, avec évidemment des arrêts de travail qui en sont la conséquence, et, vous le savez aussi, des pénuries de personnel, de ressources, dans tous les domaines d'activité, industrie et services. Et la santé est totalement concernée depuis un petit moment par cette problématique de pénurie qui nous pose un problème effectivement de ressources et de compétences. Il y a aujourd'hui une politique nationale qui est en train d'être engagée, notamment par Madame le ministre, sur les soins aux soignants. Et donc on est bien dans le registre des psychopathologies liées au travail. Ceci est extrêmement important parce qu'on a, j'allais dire, dans ce registre-là, un certain nombre de possibilités que nous avons déjà développées, qui sont aujourd'hui principalement développées sur le soin, mais que l'on souhaite étendre sur la prévention. Je vais vous prendre quelques exemples. Allez. Sur le soin, aujourd'hui, nous avons des unités qui sont spécialisées, qu'on appelle des unités de soins pour soignants, des USPS. Ce sont des unités qui sont labellisées, autorisées par les agences régionales de santé, qui ont un cahier des charges, qui regroupent des compétences et des ressources, et qui permettent effectivement de prendre en soin des soignants, des médecins, des soignants, qui sont effectivement dans une période aiguë, en souffrance, par rapport à leur environnement de travail, générant burn-out et autres types de pathologies. Ceci est un premier niveau, j'allais dire, d'offres graduées. Nous avons un deuxième niveau, que sont des hôpitaux de jour, qui permettent effectivement d'avoir, là aussi, de manière adaptée dans la prise en soin, une offre sur les psychopathologies du travail. Mais si je vous dis qu'en France, il y a, sur le champ du secteur privé, nous avons 17 unités de soins pour soignants. 17, c'est trop peu par rapport à l'enjeu, effectivement, et avec des hétérogénéités territoriales. Donc il faut que les pouvoirs publics, il faut que les agences régionales de santé, dans le cadre de cette déclinaison, de cette politique nationale portée par la ministre, puissent effectivement concrétiser, traduire dans le cadre des territoires, tout simplement la possibilité de créer ces unités de soins pour soignants et de répondre à ces enjeux. Donc là, on est encore dans le soin. Mais ensuite... Allons-y, maintenant vous avez la structure que vous venez de décrire, voilà. J'imagine. Et ensuite, l'idée, c'est effectivement, et nos projets sont de pouvoir effectivement étendre l'action dans un champ de prévention. À deux niveaux. Ça donnerait quoi, voilà, À deux niveaux. Le premier niveau, c'est de pouvoir accompagner tous les soignants qui sont passés par nos unités d'hospitalisation, de pouvoir les accompagner en prévention secondaire pour éviter la récidive. La récidive. On sait que dans ce cas de figure, sur les burn-out notamment, la récidive est souvent plus grave que la première fois. C'est souvent le cas, on va dire, dans les problématiques de récidive, mais effectivement, c'est totalement constaté dans ce cadre précis. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'on puisse aussi avoir une offre qui nous permette d'être en amont, plutôt en prévention primaire, voir quand il y a quelques signaux faibles qui commencent à apparaître, et de pouvoir effectivement permettre d'avoir de la formation, de la sensibilisation, de l'accompagnement par une offre de prévention plutôt primaire, permettant effectivement d'avoir un maillage complet. Ça, c'est juste envisageable sur nos établissements, notamment par le biais de nos hôpitaux de jour, de nos plateformes d'hôpitaux de jour, mais dès lors que c'est accompagné, structuré et financé. Aujourd'hui, nous le faisons sous forme de tests, localement, avec des financements qui sont aussi portés par des porteurs de projets privés. Si on veut l'étendre dans une politique nationale, il faut effectivement que le financement, comme je l'évoquais tout à l'heure, puisse être tout simplement à la hauteur de l'ambition d'une politique nationale. Mais en même temps, la prévention, elle va aussi passer par le développement de l'innovation. Allons-y. Elle va passer par le développement de l'innovation pour préciser l'esprit, pour développer une médecine aussi plus nomade. Plus nomade, plus à domicile, plus à l'extérieur. C'est le aller vers. C'est le aller vers. Voilà, c'est le hors les murs, c'est le aller vers même jusqu'au domicile.
pour permettre tout simplement des suivis à distance, mais qui vont aussi être des suivis dans le temps. La prévention, on n'est pas juste avec une ordonnance, avec un traitement qui s'inscrit dans une durée plutôt court terme parfois, et on est plutôt dans un schéma de suivi, d'accompagnement, parfois aussi avec des épisodes qui peuvent être aussi plus ou moins sensibles. Et c'est important de pouvoir avoir ce suivi qui s'inscrive dans la durée. On ne peut pas être partout sur les territoires, évidemment, même si nos hôpitaux et nos cliniques de psychiatrie sont non seulement dans les grands bassins de vie, mais sont aussi sur des territoires qui sont plus ruraux ou sur des petites villes. Et c'est important d'avoir ce maillage géographique. Pour autant, si on veut développer le aller vers partout de manière la plus homogène possible sur les territoires, il faut qu'on puisse effectivement aussi développer le numérique qui ne viendra pas en substitution des ressources et compétences, mais qui viendra en complément, en bonne intelligence et en prolongement. C'est ça qui est important. Et là, on peut avoir plusieurs d'abord indicateurs et plusieurs aussi démarches. Je vais prendre un exemple qui est très simple, qui n'est pas très innovant, mais qui déjà montre bien que le virage numérique est déjà très ancré. Le virage de la télémédecine en psychiatrie s'est accéléré pendant la crise Covid. Pour vous donner un chiffre, 50% des actes de psychiatrie entre 2020 et 2021 ont été réalisés à distance. C'est très très important en termes d'évolution par rapport à ce que c'était précédemment, juste avant la crise Covid. Et on est passé d'une satisfaction patient de 11% à 2019 à 77% fin 2021. Ça montre bien que culturellement aussi, on commence à être prêt. Voilà. Il y a encore un petit peu de chemin, mais on commence à être prêt. Le deuxième point sur les axes stratégiques, notamment sur le numérique, par exemple, c'est de pouvoir développer des services de détection des troubles psychiatriques. Il y a aujourd'hui beaucoup de travaux de recherche qui sont en train de se faire, notamment par l'analyse de la voix, de la vidéo, de l'image, du langage et du discours, qui permettront d'affiner l'évaluation des troubles psychiatriques et même de les détecter précocement. Voilà quelques exemples où l'innovation peut être d'un apport utile en prolongement de l'action que j'évoquais précédemment. Merci beaucoup pour cette fresque vraiment très, très, très intéressante où je retiens des moyens de l'innovation également. Innovation, entre autres, avec le numérique. Merci beaucoup pour votre témoignage. Dans le groupe Corian également, quelles opérations de prévention mettez-vous en place? Catherine Miffre, merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Vous êtes directrice recherche et innovation chez Corian. Par exemple, vous intervenez entre autres dans les collèges. Vous avez énormément d'actions sur le terrain de prévention. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous déjà. Il faut souligner qu'effectivement, je représente aussi toute l'activité des soins médicaux et de réadaptation qui a une reconnaissance de par les textes sur la prévention. Et donc, cette réglementation, elle s'appuie sur une réalité en fait de longue date. Parce que les SMR, comme on les nomme, sont des experts de la prévention avec leur approche holistique en fait développée au quotidien dans leur programme de réadaptation pluridisciplinaire et multidimensionnel. Et donc évidemment, dans le groupe Corian-Clariane depuis la semaine dernière, évidemment qu'on s'appuie sur ces établissements experts de prévention pour pouvoir travailler avec l'ensemble de notre population, pour travailler évidemment sur la lutte contre la sédentarité auprès des seniors, que ça soit dans les établissements, les structures d'hébergement ou de suivi à domicile, de mise en place de travail sur des comportements à risque aussi, donc au niveau des jeunes, puisqu'on intervient en collaboration avec l'Éducation nationale pour accompagner d'une façon permanente sur non pas une action, une journée de sensibilisation des élèves, mais vraiment des actions au long cours sur une année, en travaillant avec les collégiens notamment, de façon à ce qu'ils soient partie prenante et qu'il y ait véritablement une adhésion de ces collégiens et qu'ils soient acteurs en fait
qu'ils comprennent les comportements à risque et qu'ils soient acteurs pour pouvoir avoir des solutions pour éviter ces comportements à risque, comme on a pu le citer et le docteur Pelletier a pu le citer. Et je voudrais revenir sur ce SMR qui est vraiment, et je pense, un partenaire et certainement un facilitateur privilégié pour cette politique du dernier kilomètre qui est menée par le Haut Conseil de la santé publique, parce que ça pourrait être effectivement un vecteur important, puisqu'on rappelle que les SMR maillent totalement le territoire en ville et en campagne, ont une expertise pluridisciplinaire et des qualifications qui sont totalement et qualifiantes et diplômantes, et évidemment leur volonté de participer à la vie de la cité en étroite interaction avec les acteurs du territoire, à condition bien sûr, comme les précédents intervenants l'ont précisé, à condition d'avoir cette reconnaissance totale et officielle alors qu'on a la légitimité. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on descende vraiment sur le terrain, que vous nous donniez quelques exemples. Par exemple, vous avez dit comportement à risque pour les collégiens. Clairement, c'est quoi? C'est le tabac? C'est quoi les comportements à risque? C'est le numérique? C'est tout à fait ça. Ça va de l'activité physique à tout ce qui est addictologie. Et tout ça est très lié, en fait. Il s'agit de travailler avec eux. Je vous donne un exemple. Oui. On a travaillé pendant plus d'une année avec une équipe de rugby junior pour les sensibiliser à la consommation de tabac. Et donc, on a travaillé sur tout un travail sur l'activité physique et donc dans leur période d'entraînement avec les coachs de l'équipe, et on a fait tout un travail sur la consommation de tabac qui venait réduire leur performance. Et donc, avec un engagement de l'équipe et du club, qui a été salué par la Fédération française de rugby, et accompagné d'ailleurs, et donc, on demandait aux juniors de ne pas fumer 1 heure avant le match et 2 heures après le match. Et avec un suivi de tous les matchs. Ça veut dire on était présents lors des compétitions et on mesurait en plus leur performance d'activité physique tout le long de l'année. Et le résultat, moi on m'en reparle parce que c'est une expérience, et ça je vous le dis parce qu'on l'a évalué, une expérience qui a été menée il y a à peu près une dizaine d'années. Et je retrouve maintenant des adultes pères de famille qui encore me parlent de leur t-shirt et de cette activité et qui sont en train d'expliquer à leurs enfants tous les méfaits justement des conduites addictives et les bienfaits de l'activité physique pour ces enfants. Vous voyez, c'est au long cours et on l'a mené d'une façon totalement bénévole. L'établissement en question a mis à disposition les psychologues, les enseignants d'activité physique, les kinésithérapeutes, les médecins pendant une année complète. Et ça, c'est un des exemples qui a été développé et qui est remarquable. Et c'est ce qui fait dire qu'effectivement, que dans nos contrats d'objectifs et de moyens avec les ARS, on cite ces opérations à la fin du contrat d'objectifs et de moyens, alors que ça devrait être mis en valeur parce que toute la population a été entraînée. La population de ce village a été complètement entraînée. Tout le monde nous voyait présents sur les stades. Catherine Mimfre, votre témoignage, merci beaucoup. Il évoque deux choses. La première chose, c'est l'efficacité de l'opération. La deuxième, c'est une mesure, effectivement, qui ne peut se réaliser que sur la longue distance, la longue durée. Vous avez évoqué, au tout début de votre intervention, le grand âge. Opération que vous menez de prévention à l'égard des seniors, ce serait quoi, par exemple ? C'est tout un travail qui pourrait être mené sur la sédentarité. Là, on pourrait pousser effectivement l'activité physique, bien sûr, mais le premier stade serait de travailler sur la sédentarité. Ça veut dire faire bouger les personnes âgées d'une façon très simple, à leur domicile,
de pouvoir utiliser non pas d'appareils, mais dans leur quotidien, de marcher, de se mettre debout. C'est pareil avec le personnel. C'est du personnel administratif, notamment pendant les visioconférences et pendant la période de pandémie, de travailler sur des bureaux debout, etc. Donc c'est tout un travail qui est mené avec la médecine du travail et évidemment avec nos collègues des EHPAD et de tout ce qui est des résidences à domicile. Catherine Miffre, merci beaucoup pour votre témoignage exceptionnel, très concret, où je retiens 2-3 points, où vous dites l'engagement des établissements est là, du personnel, des professionnels de santé, il est là en permanence. Vous dites simplement il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de reconnaissance et il n'y a pas non plus d'encadrement national, je dirais, pour l'ensemble de cette opération qui sont menées, j'insiste, telles que vous nous les avez décrites, ce sont des opérations très longues, hein, notamment 1 année d'accompagnement pour les jeunes dans l'équipe de rugby. Merci beaucoup.